Alors une courte vidéo et je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout puisque c'est véritablement à la fin que je parle par exemple du fait que chacun des 5 ministres d'Emmanuel Macron a eu un rôle particulier pour cet agenda transhumaniste, cet agenda diabolique, cet agenda de destruction de l'humanité. Ils n'ont pas été choisis par hasard, ils étaient tous parfaits pour l'emploi d'un projet particulier de ce binôme qui est à la tête de l'État français et ils ont parfaitement joué leur rôle et vous verrez quel est le rôle, à mon avis, qui est celui du gouvernement Barnier. Dans cette vidéo, je parle très rapidement du nucléaire en Iran et en particulier du fait qu'à mon avis, ce sont les Russes qui ont fourni une tête nucléaire pour permettre à l'Iran d'essayer de bluffer Israël, qui était en train d'être complètement hystérique pour les attaquer. Donc ça les a calmés parce que de toute façon, de deux choses l'une, soit l'Iran a véritablement ça, et j'en doute, mais ça pourrait arriver un jour, mais je ne pense pas qu'il l'ait, soit ça a été un message que l'Iran a fait passer avec les Russes aux Israéliens. Pourquoi ça c'est très possible? Parce que Shoigu, l'ancien ministre de la Défense, a passé 15 jours en Iran, courant du mois de septembre, et dans lequel je pense que toutes ces choses-là ont été discutées. Et la veille des bombardements par l'Iran d'Israël est arrivé le Premier ministre russe à Téhéran, Mishustin, et c'était encore une fois une manière de montrer très clairement aux Israéliens, aux Français et aux Américains, mais surtout aux Israéliens et aux Français, puisqu'en réalité, les Américains sont pas du tout quantité négligeable, mais on voit bien que les décisions se passent pas comme beaucoup de personnes imaginent. En tout cas, c'est pas Biden qui décide, ni Kamala Harris, ni personne. Hein. Ça se passe de façon différente et des personnages très importants dans le mécanisme sont Macron et Netanyahou. Ça, je le développe de façon très détaillée dans une vidéo que je vous invite à voir, qui est ma conférence de Valence, qui est ma dernière vidéo avant celle-ci. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et regarder les commentaires pour comprendre, ça vaut la peine de la voir. Donc, soit les Russes donc étaient véritablement main dans la main, et tout le monde sait que les Chinois ont été informés totalement, puisqu'immédiatement les Chinois ont réagi et affirmé non seulement leur solidarité, mais le fait que l'Iran était un partenaire stratégique pour eux. Depuis, les choses vont très vite entre l'Iran et la Russie. En plus, vous vous rappelez que il y a une vraie provocation israélienne puisqu'ils ont bombardé des dépôts russes à côté de la base de Kémine et que aujourd'hui ce sont des soldats de la finule qui se font tirer dessus par l'armée israélienne. Donc on voit qu'on est véritablement dans une situation de tous les dangers. Dans la vidéo, je parle également de la fille Macron, je parle de Puff Daddy, des élections américaines, de Zelensky qui a réussi à trouver des milliards partout, mais c'est vraiment des sketchs. Enfin, quand on voit la garde républicaine, quand on voit l'accueil en Italie, quand on voit l'accueil partout, en Angleterre, en Allemagne, mais en Allemagne qui a également accueilli Netanyahou en disant que, ok, si la France ne donnait pas d'armes, en tout cas l'Allemagne n'arrêterait jamais de donner des armes et de l'aide, etc. Je parle de l'Arménie qui s'ouvre à l'OTAN. Et je parle des marchands du temple, des médias de la dissidence, mais qui sont en fait comme Big Pharma. Ils ne veulent surtout pas que vous compreniez. Eux aussi veulent que vous ayez peur, eux aussi veulent que vous les consommiez le plus longtemps possible, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas vous informer, ils veulent également vous déformer le cerveau. Et si vous commencez à m'écouter un peu plus, pour ceux qui me découvrent, eh bien, vous verrez, il y a ceux qui essayent de vous affranchir du piège de notre société d'information malicieuse pour vous aider à y voir plus clair par vous-même, et ceux qui en réalité veulent vous rendre esclaves d'émissions ou de matinales débiles dans lesquelles ils enfilent des perles de personnes qui viennent vous parler de détails de front, de machin, de ceci, de cela, de toutes ces choses qui vous font enrager mais face auxquelles vous êtes complètement impuissant, qui vous empêchent en fait d'être heureux, qui vous empêchent d'être vous-même, de profiter à la fois de la vie et de tout ce temps qui est gâché à les écouter pour rien du tout, au lieu de consacrer du temps à vous-même et à écouter de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine,
des choses qui vont véritablement vous aider à vous élever, à comprendre, à prendre conscience de vous-même et du monde dans lequel vous vivez. Et ça, c'est moi ce que j'essaie de proposer, mais je suis pas le seul à proposer ça. Mais en tout cas, je peux vous dire, tous ces trucs auxquels vous êtes manifestement énormément à regarder, c'est une perte de temps, de la même manière que les grands médias. Et je sais, puisque j'ai parlé de ça lors de réunions miel avec un certain nombre, vous êtes de plus en plus nombreux à en prendre conscience, mais pas encore suffisamment, ce qui fait qu'en fait, vous êtes éliminés de la société de l'action pour être dans celle de la frustration, pas celle de l'indignation, ce qui est intéressant de l'indignation, mais une espèce de société dans laquelle vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien, que tout est trop compliqué et vous devenez des membres de la société de l'abandon, où le fait d'écouter ces médias et de donner de l'argent à ces médias vous donne l'impression d'agir, alors qu'en fait vous faites l'inverse de ce que serait une bonne action, selon moi. Et je rassurais tout le monde en disant ne vous inquiétez pas, je pense qu'avant l'inauguration de Notre-Dame, eh bien il ne va rien se passer de très très grave. Alors évidemment ça n'a rien c'est pas sérieux de dire rien de très très grave, parce que quand on voit ce qui se passe à Gaza et au Liban, c'est plus que grave, puisqu'on est au-delà du mot génocide. On est maintenant, c'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'il faut imaginer que les génocides précédents, ça se passait avec le reste du monde qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Les gens ne savaient pas les exactions, les gens ne savaient pas l'horreur des camps de concentration ou autres, personne ne savait, c'était inconnu. Là, aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait. Pas d'eau, pas à boire, pas de médicaments, pas d'essence, très peu d'accès à Internet, aucun échappatoire, un ghetto depuis tellement longtemps, martyrisé, etc. Et là, on est véritablement dans une forme de phase finale à écouter les journalistes qui sont sur place, en particulier au nord de Gaza. Donc c'est un cauchemar qui est évidemment autant que possible effacé par les grands médias, qui voudraient que la loi l'efface complètement, parce qu'en plus on marche sur des œufs puisque ça concerne l'État juif d'Israël, donc s'exprimer sur ces questions c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement périlleux, on a vite fait de tomber dans tous les pièges possibles et imaginables. Et bien maintenant la loi voudrait nous interdire de critiquer l'État d'Israël. Vous vous rappelez qu'on n'a même pas véritablement le droit de boycotter, ce qui est quand même absolument hallucinant, puisque c'est une raison qui avait permis de faire tomber l'apartheid, c'était le boycott au niveau des États. Ben là, rien du tout. On a juste un président qui dit il faudrait ci, il faudrait ça, etc. Foutage de gueule. Donc c'est véritablement une vidéo, ma première depuis mon retour de Compostelle, où je repars bientôt. Donc si vous voulez me commander du miel, faites-le vite, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, regardez mes anciennes vidéos, découvrez ma lettre Substack, Substack Bertrand 55, c'est le nom. Substack, ça s'écrit S-U-B-S-T-A-C-K. Et sinon, pour toute question, vous pouvez m'écrire à bertrand@55bellechasse.com, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55, Bellechasse, B-E-2-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Bertrand@55bellechasse.com. Je compte sur vous, soyez nombreux à me contacter, à me poser des questions. Un peu ce que je raconte dans cette vidéo, c'est un condensé des conversations que j'ai eues pendant le week-end autour de Pot de Miel dans Paris. Donc j'espère vous voir bientôt, j'espère recevoir vos lettres et j'espère voir un grand nombre d'entre vous rejoindre ma lettre Substack. C'est un très très bon endroit qui pour l'instant échappe à la censure, échappe à la folie, échappe pas aux algorithmes, parce qu'en fait, vous, si vous avez la lettre et que parfois vous la recevez pas, il faut regarder dans vos spams, il faut regarder dans vos promotions, parce que même si vous êtes inscrit selon toutes les règles, en fait, les algorithmes de Google vont faire que certaines newsletters ne seront pas visibles, alors que d'autres seront très visibles. Donc, il faut regarder de temps en temps pour vérifier. Et c'est pour ça que, aussi bien avec X qu'avec Substack, parfois, je réenvoie des lettres modifiées
souvent sensiblement modifiés, mais dont une partie du contenu est quasiment le même, parce que selon l'heure du jour où ces emails arrivent, ils peuvent être dans les spams, ils peuvent être plus ou moins visibles, et donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Voilà, donc la vidéo qui suit, qui est relativement courte, devrait beaucoup vous plaire, je l'espère, et en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de partager, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne Substack et contactez-moi pour le miel, parce qu'il n'y a pas de site sur lequel je vends le miel, c'est véritablement, comme il y en a très peu, ça se passe par échange direct. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Voilà, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de capsule de format classique où je suis un peu face à vous. Au cours des derniers jours, j'ai recommencé à Paris mes rendez-vous les yeux dans les yeux pour le miel. Et donc, j'ai recommencé à avoir un certain nombre de personnes en fait, qui me contactent par mail à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Et on peut débattre de tous les sujets de l'actualité. Et en réalité, les sujets dont on a le plus parlé au cours des 2 derniers jours sont les suivants. Les questions, c'était: est-ce que l'Iran a du nucléaire? Est-ce que l'Iran dispose d'une arme nucléaire? On a également évoqué les projets de loi sur l'interdiction de la critique du sionisme, puisque être anti-sioniste serait être antisémite, à écouter les ministres. Et c'est une musique qui est de plus en plus forte, et on sent que la loi risque de passer, ce qui a permis aussi de débattre sur la séquence des premiers ministres d'Emmanuel Macron, et évidemment de se rendre compte qu'ils ont tous eu une mission très particulière. Je ne sais pas si vous réalisez que Macron en est à son 5e Premier ministre, sachant qu'Édouard Philippe était resté relativement longtemps, et depuis, on voit bien que ce sont des premiers ministres qui ont une mission. La mission du Covid, la mission des retraites, la mission de l'IVG dans la Constitution, de la mort assistée bientôt, et finalement, il fallait bien un ministère de droite, comme si c'était leur fonds de commerce, entre guillemets, qui va être extraordinairement zélé pour combattre, entre guillemets, l'antisionisme. Donc la possibilité de critiquer Israël, on y reviendra. Également, Macron, classique, hein, arnaque à la paix. Donc je rappelais un peu ce qui s'était passé avant les assassinats de Nasrallah et d'autres chefs du Hezbollah, qui avaient suivi les 5000 actes terroristes d'Israël. Et cette réunion entre le nouveau président iranien et Macron lui avait dit, voilà, la paix arrive, vous voyez, les Américains sont très pour, etc. Et on voit bien maintenant que c'était une arnaque complète. Donc, heureusement, les Iraniens ne sont pas seuls, déjà. Et ça, je l'évoquerai aussi avec le nucléaire en Iran. Ils sont véritablement très soutenus par la Chine et la Russie. Donc, j'y reviendrai. Également, j'ai pas mal insisté sur le fait que Macron prenait sans cesse à contre-pied les gens. C'est-à-dire que quand il donne l'apparence de critiquer Netanyahou, et que Netanyahou renchérit en ne faisant une vidéo que pour critiquer Macron, en fait, tout ça, c'est du cinéma, mais ça perd complètement, en réalité, tous les dissidents naïfs de l'Internet, qui tous reprennent, y compris un certain nombre de chaînes, dont la chaîne nationale iranienne, qui reprennent tels que les propos de Macron. Alors, c'est sûr que quand on est une chaîne d'infos, on reprend les informations telles qu'elles sont. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui reprend les informations telles qu'elles sont, je suis quelqu'un qui essaye de vous aider à les analyser. Et donc, en fait, on oublie toujours que Macron, c'est un peu le « en même temps ». Donc, prenons juste la séquence, mais je reviendrai plus en détail. C'est-à-dire qu'il dit
il faut arrêter d'armer Israël, mais en même temps, il est normal qu'Israël se défende, et en même temps, il faut absolument que le Hezbollah arrête de tirer. Donc si vous suivez le raisonnement de Macron, vous vous dites, en réalité, Israël est en légitime défense, le coupable c'est le Hezbollah, mais comme Israël, sa légitime défense est relativement forte, peut-être qu'il faudrait qu'elle soit un peu moins forte. Mais évidemment, tout ça c'est de la blague, puisque il y a un sentiment de toute puissance de Netanyahou, et en plus, comme il y a la campagne électorale, ils savent très bien qu'aux États-Unis, personne ne peut leur résister, que le nouveau gouvernement français, personne ne peut résister. Vous n'avez qu'à regarder le fonds de commerce de LR, vous comprendrez. Et vous vous dites, voilà, on est véritablement mal embarqué pour obtenir la paix, puisque que ce soit sur la question de l'Ukraine, que ce soit sur la question d'Israël, mais d'une façon générale sur toutes les autres questions, puisque j'aborderai très rapidement ce qui se passe en Arménie, qui s'ouvre de plus en plus à l'OTAN, depuis qu'ils ont renvoyé les Russes de chez eux. Et de toute façon, le destin de l'Arménie, ça va être, une fois dans l'OTAN, d'être complètement avalé par la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui est manifestement le souhait de l'OTAN, et donc essayer de mettre également l'Azerbaïdjan dans l'OTAN, ce qui mettra un vrai mur entre l'Iran et la Russie, et qui évidemment n'est pas quelque chose qui va plaire à la Russie. Mais bon, la Russie n'a jamais positionné l'Arménie ni l'Azerbaïdjan comme un pays aussi important que l'Ukraine. En revanche, on sait que la Géorgie, on avait vu ce qui s'était passé, c'était sous Sarkozy, la Géorgie c'est un vrai enjeu pour la Russie. Également, on m'a posé pas mal de questions sur la belle-fille Macron, ou la nièce de Brigitte, ou sa fille, ou ceci, ou cela, tout ça, en réalité, a à la fois énormément d'importance, puisqu'on est sur une problématique de mensonge d'État. Est-ce qu'elle est chez TPMP parce que l'émission serait interdite, serait sous le coup de plein de sanctions, qu'il y aurait des pressions pour faire perdre à TPMP sa fréquence TNT. Enfin bref, tout ça c'est compliqué. On voit bien que on est véritablement une république bananière. Je l'évoquerai. On m'a également parlé évidemment de l'affaire Puff Daddy, et là dont on parle beaucoup, mais pareil, on ne donne pas, on ne livre pas les listes. Et très étonnamment, encore une fois, c'est pas juste une affaire de sexe, d'argent, de drogue. C'est à nouveau une affaire de pédophilie, une affaire aussi de gays, et évidemment drogue, argent, mais il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur les producteurs de ces gens-là, les personnes, les financiers. Donc si on se rappelle un peu ce qui s'était passé avec Kanye West, eh bien on remarque que tout ça est toujours connecté aux affaires Epstein, et sans doute vraisemblablement au Mossad, et il n'y a qu'un pas vers le fait que finalement les deux plus grands sites pornographiques au monde, qui sont le site Pornhub et le site OnlyFans. Alors Pornhub appartient à une société financière dont le patron est un rabbin qui est très fier et qui veut démocratiser la pornographie. Donc on voit bien, il y a un lien très fort avec ce qui passe dans les écoles en France. Donc Pornhub veut, Pornhub nouvelle version, recapitalisée avec beaucoup d'argent, et donc par un rabbin, et également la société OnlyFans, qui appartient également à quelqu'un de confession juive, et qui, lui, est un des plus grands financeurs de l'EPAC, donc le grand lobby pro-juif aux États-Unis, qui est très pro-sioniste et qui se vend d'être impliqué dans l'élection de plus de 90% des congressmen aux États-Unis. Donc on voit l'importance
d'une part des lobbies juifs aux États-Unis, on a la même chose en France, hein, avec le CRIF et ses liens d'ailleurs avec Conspiracy Watch, puisque c'est un des parrains du site Conspiracy Watch. Donc tout ça est intéressant quand on voit par exemple les problèmes qu'ont tous les résistants, entre guillemets, les principaux problèmes arrivent quand ils osent s'exprimer sur la question, entre guillemets, du poids de la communauté juive dans l'écriture de l'histoire et de son poids dans la dynamique sociale au quotidien et la dynamique sociétale. Est-ce qu'elle est impliquée dans les projets de loi au même titre que peut l'être la franc-maçonnerie ou autre? D'ailleurs, je rappelle des discours d'Emmanuel Macron dans lesquels il disait que sous son mandat, il ne supporterait pas qu'il y ait des critiques qui soient émises contre la franc-maçonnerie et contre le sionisme et, d'une façon générale, tout ce qui concerne la religion juive. Dans le même temps, les églises brûlent et ça ne choque absolument personne. Et là, elles brûlent vraiment. Ce n'est pas des tentatives de les faire brûler, ce sont véritablement des églises qui brûlent. Et sous les bombes d'Israël, ce sont des mosquées qui tombent quasiment quotidiennement, que ce soit au Liban et à Gaza. Mais là, d'un seul coup, ça paraît normal, même quand ces mosquées ont plusieurs centaines d'années. Et donc, c'est absolument terrible, évidemment, ce qui se passe à Gaza et au Liban. Bien plus terrible que les ouragans américains, qui sont évidemment des catastrophes climatiques importantes. Hein. Beaucoup parlent d'ailleurs de catastrophes qui pourraient être accentuées par des systèmes HARP. Alors, est-ce que c'est les Américains qui luttent contre eux-mêmes pour influencer les élections? On se rappelle du Covid, hein, qui avait réussi à faire trébucher Trump et qui avait permis, entre guillemets, mais avec beaucoup d'autres choses, à Biden d'être élu, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour sauver Kamala Harris, qui véritablement ne plaît pas, même si, comme on sait, comme partout, les sondages disent ce que les gens qui contrôlent les médias et qui commandent les sondages veulent, mais on sent que sans événements exceptionnels, hein, il y a eu des tentatives d'assassinat, donc maintenant il y a des ouragans, il y a des conflits un peu partout dans le monde, on ne voit pas comment Kamala Harris pourrait être élue, mais il y a plein de scénarios qui pourraient permettre de la faire élire. Alors je vous rappelle que le président Biden, qui était candidat, a déclaré qu'il n'était plus en mesure d'être candidat, mais il est resté président. Kamala Harris est vice-présidente, mais on se rend compte qu'elle a à peine la capacité à parler sans éclater de rire et sans dire n'importe quoi. Donc elle est jeune, mais elle est déjà aussi gâteuse et elle n'a pas cette espèce de dignité ou d'histoire que pouvait avoir Joe Biden. Donc qu'est-ce que les gens qui l'ont mis sur le devant de la scène ont en tête? On va le découvrir assez rapidement, puisque véritablement, dans les jours ou les semaines qui viennent, beaucoup de choses vont se passer. D'ailleurs, très étonnamment, Donald Trump soupçonne les Iraniens de vouloir le tuer. L'État américain met en garde l'Iran à l'idée de vouloir tuer Donald Trump. Enfin, tout ça est complètement absurde, puisque si effectivement Donald Trump, et c'était sans doute une promesse à un certain nombre de donateurs, avait sorti l'Iran du contrat qui avait été signé par Obama pour les États-Unis et un certain nombre de pays sur le nucléaire iranien, on voit bien que, et c'était mon introduction, tout ça n'a pas changé grand-chose. Donc en réalité, ce que Trump fait, ça a l'air un peu bouleversant, comme les accords Abraham, etc. Mais ça n'a de bouleversant qu'une chose, c'est qu'il réussit à donner pour éviter des guerres et finalement pour calmer des tensions. Alors on me dit beaucoup, lui, Elon Musk, ils ont l'air de faire complètement allégeance à Israël.
Et je dis, ben voilà, est-ce qu'ils ont véritablement le choix? Quand on fait une campagne aux États-Unis, est-ce qu'on peut faire autrement? On voit bien la violence avec laquelle toutes les personnes qui ont un peu de visibilité se retrouvent véritablement en difficulté dès qu'ils osent exprimer une position franchement critique sur ce qui se passe en ce moment à Gaza et au Liban. Ce qui se passe qui maintenant, on devrait presque trouver un nouveau mot pour parler de ce qui se passe à Gaza. En tout cas, dans le nord de Gaza, toutes les personnes qui sont là, il n'y a plus qu'un journaliste qui est présent, qui est vivant, puisqu'il y avait un autre journaliste, il a pris une balle dans le cou et maintenant il est paralysé, mais survivant, et sans doute pas longtemps, puisque les hôpitaux, depuis 3 semaines, n'ont plus d'essence pour l'électricité. Ils ont dû vider les hôpitaux, y compris les couveuses, etc. Il n'y a plus de nourriture qui arrive, il n'y a plus d'eau qui arrive. Tout ça est évidemment confirmé par les associations internationales qui dépendent de l'ONU. Israël a beau essayer de critiquer pour leur rôle, tout le monde sait très bien que tout ça c'est une machination d'Israël comme absolument tout. Ils ont des dizaines de coups d'avance puisqu'évidemment tout ça a été prévu depuis très longtemps. Manifestement un certain nombre de personnes rêvaient que cette situation se produise, mais pas qu'avec Gaza, pas qu'avec la Cisjordanie. On voit bien ce qui se passe au Liban et maintenant même Netanyahou ose menacer la finule et dit, voilà, si vous ne partez pas, c'est que vous êtes volontairement des boucliers humains, voire même des complices, ou alors est-ce qu'on doit croire que vous êtes des otages du Hezbollah, et auquel cas l'Iran devrait bombarder encore plus fort. Donc, mais revenons, tout ça, encore une fois, se passe dans un contexte d'élection extraordinairement bizarre aux États-Unis, extraordinairement sans aucun sens, entre guillemets, vu la personnalité des candidats. Et on se dit, mais comment est-ce que les démocraties en arrivent là? On voit ce qui se passe également, on m'a posé la question beaucoup, au Mexique, avec la nouvelle présidente, Claudia Sheinbaum, qui est de religion juive dans un pays à plus de 80% catholique, et qui maintenant commence à attaquer la religion catholique parce qu'elle serait liée à l'Espagne et que l'Espagne aurait fait beaucoup de tort au Mexique à l'époque de la colonialisation. On a exactement la même chose qui se passe avec Milei en Argentine. Donc d'une part, c'est une catastrophe. Lui, il était considéré comme quelqu'un qui allait faire du bon travail. La situation est cataclysmique. Le niveau de pauvreté globale en Argentine, et il y a plus de 50% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'était celle de la Grèce, par exemple, et où également pour la Grèce, tout le monde avait pensé que les nouveaux présidents ou premiers ministres allaient être formidables, et on sait quelle a été la catastrophe, puisque le pays a été complètement dépecé. Maintenant, les Grecs possèdent même plus leur pays. Eh bien, Milei, en fait, envoie massivement l'or de l'Argentine à l'étranger. Alors, il y a des gens très intelligents qui expliquent que c'est une bonne idée, parce qu'une fois que l'or est à l'étranger, les pays constatent que l'Argentine n'est pas ruinée, donc ils peuvent lui prêter de l'argent, puisque ça va être dans des coffres. Alors, c'est gagé, en fait, c'est comme un espèce de prêt sur gage. Sauf que si les revenus qui suivent ce prêt sur gage ne sont pas suffisants, eh bien cet or ne reviendra plus jamais entre les mains des Argentins, et surtout dans une période où le prix de l'or monte, c'est-à-dire que l'or, en fait, il est pris à une certaine valeur, mais si les Argentins veulent le récupérer, ils devront le récupérer à une valeur supérieure s'il leur monte, mais à la même valeur s'il leur baisse, puisqu'évidemment ceux qui prêtent ne veulent prendre aucun risque. Donc c'est une situation qui est complètement risible. On a quelqu'un qui dépèce clairement son pays. Donc j'évoquais l'Arménie qui s'ouvre à l'OTAN, donc il y a beaucoup de projets en Arménie dans ce sens-là. On a également Zelensky qui a fait sa tournée américaine, canadienne, maintenant européenne, où il réussit à trouver des milliards dans des pays qui sont censés être exsangues et qui ont leur industrie qui fuit. Je vous rappelle quand même, juste à titre
anecdotique en parlant d'industrie qui fuit, c'est que Sanofi est en train de vendre Doliprane aux Américains, donc qui est quand même le médicament le plus vendu en France, et pendant la période Covid, c'était le seul médicament entre guillemets autorisé. Alors dans des quantités raisonnables, hein, il ne fallait pas acheter plus d'un certain nombre de paquets. Alors pourquoi c'est vendu? Est-ce que Sanofi a des difficultés? Est-ce que ça sous-entend que Sanofi pourrait être racheté à son tour bientôt dans le cadre d'opérations de concentration? Alors, en réalité, on voit bien que absolument tout est possible. Sinon, j'ai pas mal parlé au cours des différentes conversations de ce que j'appelle les marchands du temple, hein. Les marchands du temple, les médias marchands du temple. Alors vous avez remarqué qu'il y a pas mal de radios qui ont dissidentes, entre guillemets, qui font des matinales assez longues dans lesquelles ils ont des invités qui se succèdent. Et il y a beaucoup de gens, même dans ceux que je rencontre, qui regardent ces matinales et qui me disent, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Moi, je me rends compte que j'apprends des choses, mais je les oublie. Et puis finalement, je me rends compte que je comprends rien. Et puis, il y a un qui dit un truc un jour, le lendemain, voilà. Et en fait, j'essaie de leur expliquer, parce que c'est des personnes qui viennent à des conférences ou qui viennent me rencontrer et qui se sentent en revanche super libérées et qui me disent « mais ça change complètement ma vision du monde ». Et maintenant que j'ai vu cette vidéo, que j'ai vu cette conférence ou autre, j'ai véritablement plus du tout envie d'entendre ce genre de matinale débile où on distille la peur, où on distille le sourire, on a sans cesse des experts qui viennent parler en détail de la situation du front, de la situation monétaire, de la situation. Mais en réalité, très peu de personnes ont besoin de comprendre ça dans le détail. Ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est ce que, d'une certaine manière, des gens comme Poutine essaient d'exprimer dans leurs discours, des gens comme Trump, des gens comme Xi Jinping, c'est qu'on est véritablement dans une situation où il faut que les pays soit s'intéressent à leur peuple, soit ils s'intéressent globalement au peuple du monde. Donc c'est un monde mondialisé, donc sans frontières, sans race, sans genre, sans rien du tout, ou un monde dans lequel les patriotes ont leur place, hein. Chaque pays essaye de s'intéresser à son peuple, à ses citoyens, et éventuellement des personnes d'autres pays peuvent venir ponctuellement ou durablement et s'insérer. Et donc on voit que tous les problèmes qui se passent aujourd'hui dans les différents pays, tous les stress sont liés à ces frontières grandes ouvertes, hein. Aux États-Unis, ça pourrait avoir un impact très fort sur les élections et l'électorat. On sait qu'on a ce problème de voter sans papier, etc. Et en France, on a véritablement un problème et qui est en symétrie avec ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à détester les musulmans, les banlieusards, parce que de temps en temps, on monte en épingle les choses comme à Annecy, mais finalement, la personne qui a fait l'attentat d'Annecy disparaît, mais on parle sans cesse de Samuel Paty, et c'est normal, hein, c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant, mais on sent que tout ça est présenté de façon sans cesse à essayer de diviser, à créer la haine et finalement à légitimer dans l'esprit d'énormément de personnes les exactions et le génocide israélien à Gaza et la manière avec laquelle Israël se comporte maintenant au Liban. C'est-à-dire que tout devient permis, c'est-à-dire qu'on attise en fait le côté animal, le côté bestial, l'absence de réflexion des personnes pour faire ça. Parce qu'en réalité, on est véritablement dans un conflit entre le bien et le mal. Et donc, dans certains pays, on essaie d'éduquer les gens, on essaie de leur apprendre la vraie histoire, pas une histoire réécrite par des gens qui sont puissants, une histoire avec des vrais chiffres, une histoire avec des vraies informations, pas une histoire autorisée et une histoire interdite, comme ça se passe de plus en plus chez nous. Et c'est vrai pour l'histoire, plus ou moins lointaine, mais c'est vrai également pour l'actualité, hein. Je vous rappelle que pendant la période du Covid, il y avait des choses qui étaient interdites, et aujourd'hui, que ce soit pour l'Ukraine ou pour Israël, les algorithmes font tout pour rendre interdit ou invisible tout ce qui dérange. Et les algorithmes ne favorisent en réalité que les grands comptes. Pourquoi ils favorisent les grands comptes? Parce que c'est ceux qui ont eu le plus peur à l'idée de les perdre. Parce que souvent, les gens qui ont des grands comptes, en fait, c'est une source de revenus pour eux qui est véritablement
importante. Donc pourquoi je dis finalement les marchands de temple sont comme Big Pharma. Vous savez, pour Big Pharma, quelqu'un qui est guéri, il n'a plus besoin de Big Pharma. Donc ils n'ont pas envie de personnes guéries, ils ont envie de personnes qui ont des pilules tout le temps. Ils ont envie de personnes qui ont envie de regarder l'information tout le temps. Et donc vous avez le cas des gens de Toxin, Géopolitique Profonde, etc. C'est des gens qui commençaient à faire 1 ou 2 émissions. Et maintenant, en fait, ils essayent d'avoir 10 ou 15 heures d'antenne pour toucher un maximum de personnes. Et finalement, plus ils ratissent large, plus ils sont présents dans votre esprit, plus ils vont vous vendre leurs produits financiers, ils vont vous vendre leurs abonnements. Et en réalité, plus ils font ça, plus en fait, ils deviennent contraints d'avoir un certain type de discours pour continuer à plaire à une audience de plus en plus grande. Donc, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de qualité morale et intellectuelle très élevée pour certains d'entre eux, à écouter et à observer ce qui se passe, mais en plus, ils sont contraints eux-mêmes à agir d'une certaine manière. Et on voit, ça se passe évidemment sur tous les grands médias. Et ce qui se passe sur les grands médias, on a cette dérive. Parce que qui dit médias plus grands a besoin, évidemment, c'est pas les petites gouttes d'eau. Hein, la légende d'Obama qui avait des millions de personnes qui donnaient des petites sommes. Tout ça, c'était peut-être vrai à l'époque, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui sont souvent les plus complotistes ne sont pas les personnes aisées, ce sont des personnes pauvres et qui sont vraiment pauvres. C'est-à-dire que pour lesquelles 5 € dans un mois, c'est une somme qui est extrêmement significative. En France, on a de plus en plus de personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'aide, qui ont souvent des maisons qui leur coûtent cher, des enfants qui doivent essayer d'aider aussi, parce qu'on a ce problème des générations qui malheureusement se suivent et reproduisent parfois le même type de difficultés, puisqu'il n'y a plus du tout d'ascenseur social et sociétal, à part, mais ça, bon, ça obligerait à faire un long développement. Et les personnes plus aisées, soit en fait le média correspond à quelque chose qui les intéresse politiquement, donc ils vont aider le média, mais en ayant un certain nombre d'exigences, donc ne pas entendre de personnes qui s'expriment mal sur Israël, ou qui s'expriment bien sur Poutine, ou qui ont des doutes par rapport au climat, ou qui ceci et cela. Donc déjà, on a un espèce de filtre, donc il n'y a plus de liberté de parole, il n'y a plus de liberté de penser, il n'y a plus de liberté d'inviter les gens, mais surtout, en réalité, ce sont... en fait, des personnes qui ont des vues de tremplin politique ou des vues qui n'ont rien à voir avec cette idée de véritablement être en permanence dans la recherche de la vérité. Et parfois, la vérité, elle est particulièrement dure à accepter pour quelqu'un qui est patriote, c'est-à-dire reconnaître, par exemple, quand on est français, qu'aujourd'hui, eh bien, les gens qui sont assassinés sont les gens qui disent la vérité. C'est Nasrallah, c'est quelqu'un qui n'était pas pris à mentir. C'est un certain nombre de chefs iraniens. On voit la retenue de l'Iran qui aurait la possibilité de faire bien plus de dégâts. Ils n'en font pas, ils ne tuent pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui leur critiquent. Mais en réalité, qu'est-ce que les Iraniens montrent? Ce que les Iraniens ont montré, c'est qu'ils disposaient d'armes extrêmement rapides et extrêmement précises, puisqu'ils ont tiré 2 missiles hypersoniques d'endroits différents, qui sont arrivés quasiment en même temps, au même endroit, en mer, qui était un lieu qui était ciblé, pour bien montrer, voilà, on n'a pas voulu détruire votre siège, votre ceci ou votre cela, on veut juste montrer qu'on est capable de le faire. Et quand les Israéliens ont commencé à être très vindicatifs sur le fait qu'ils voulaient réagir, ce qui n'est pas du tout autorisé en droit international, puisqu'en fait c'est eux qui avaient provoqué l'Iran en allant tuer Haniyeh à Téhéran, vraisemblablement en ayant tué le président iranien dans l'accident d'hélicoptère, en ayant tué des généraux iraniens et Nasrallah qui était en réalité sous la protection des Iraniens. Je vous rappelle que c'est Emmanuel Macron qui, au siège de l'ONU, avait rencontré en aparté, mais dans une réunion officielle, le nouveau président iranien et qui lui avait donné un certain nombre de garanties. Eh bien, manifestement, c'était une trahison. On peut repenser aux accords de Minsk, on peut repenser à tout ça, puisque dans la foulée, quelques heures après, Netanyahou donnait l'ordre depuis New York
d'assassiner et de détruire tout le quartier de Beyrouth dans lequel Nasrallah était soupçonné d'être. Donc il y a eu énormément de morts, des centaines de morts, évidemment beaucoup de dignitaires iraniens et de dignitaires du Hezbollah. Depuis, Israël dit, mais ça n'a pas été contesté, qu'ils avaient tué le successeur de Nasrallah et le successeur du successeur. Donc ils sont véritablement dans des attaques tout azimut. Ils peuvent y parvenir puisqu'en fait ils ont piégé tous les outils de communication pendant des semaines, comme on le sait. Donc ils savent où se retrouver les gens, où sont les bases militaires, où sont les stocks, où sont les responsables. Ils savent qui ils sont, ils connaissent les noms de code, ils connaissent plein de choses. Donc évidemment c'est très désorganisé. Et c'est pour ça que l'Iran, aujourd'hui, est obligé de fournir pas mal de personnes et d'impliquer pas mal de militaires de haut rang pour les assister, puisque l'Iran ne peut pas laisser tomber un allié aussi important que le Hezbollah, puisque c'est grâce au Hezbollah, d'ailleurs, que à la fois la Russie et l'Iran ont pu sauver, entre guillemets, la Syrie du terrorisme, puisqu'en fait, la Syrie, je vous rappelle, c'était quand même des bons terroristes financés par la France, par les États-Unis, par Israël, qui était censé s'en occuper. Donc, également, les hôpitaux sont détruits par Israël, etc., etc. Et maintenant, ce sont les gens de la finule qui sont blessés par balles et qui sont menacés d'être tués parce qu'ils seraient complices en tant que bouclier humain ou autre. Donc, véritablement, on est dans une période complètement folle. Et c'est pas véritablement rassurant, même si, ne vous inquiétez pas, en tout cas jusqu'à mi-décembre, il ne se passera rien, puisque le diable ou son représentant sur Terre a besoin, avec son binôme, de réouvrir Notre-Dame, qui aura considérablement changé, qui évidemment a un rôle non seulement dans la chrétienté mondiale et qui a une place très particulière dans l'architecture de la ville de Paris, mais également dans le monde entier, puisque c'était un endroit où il y avait beaucoup d'objets véritablement sacrés, hein, de reliques, puisqu'il y avait un morceau de la croix à Notre-Dame, il y avait une grande partie de la couronne d'épines et beaucoup d'autres choses dont on ignore maintenant quelle est leur destination, qu'est-ce qui leur arrive. On ne sait pas du tout ce qui a été fait avec le sol, la distribution. Il est évident que les vitraux ont déjà été choisis, qu'ils ont déjà été réalisés et qui sont prêts à être installés. Donc tout ça, c'est une mascarade. Le concours sur les vitraux, comme beaucoup de concours d'ailleurs qui arrivent, puisque souvent le vainqueur est déjà choisi bien avant, mais pas que le vainqueur, également ce qui va faire le résultat, le type de matériaux qui vont être utilisés, que tout ça a un côté machiavélique et satanique. Hein. C'est des objets très sacrés et qui ont été faits véritablement par des gens qui avaient un savoir très important et qui vont être remplacés par d'autres objets, par des gens qui ont un savoir non moins important. Et toujours pareil dans cette guerre du bien contre le mal. Je vous invite à cet égard à regarder ma dernière vidéo avant celle-ci, donc qui est sur une conférence à Valence qui dure 2 heures. Paraît-il, elle est formidable, elle vous permet de bien comprendre tout ce qui se passe sur la géopolitique mondiale à travers l'espace, à travers la géographie, et dans le temps, entre guillemets, quand je dis à travers le temps, l'espace-temps, donc temps et géographie. Et de faire un point. Donc là, j'avais mis quelques pots de miel pour vous rappeler que l'hiver approche. Hein. Avec l'hiver, ça veut dire les rhumes, etc. Mais par ailleurs, c'est très très bon à manger toute l'année. Mais là, c'est une période qui est particulièrement favorable. Donc si vous en voulez, dites-le moi rapidement, parce que je repars dans une semaine pour quelques semaines pour finir le pèlerinage vers Compostelle. Donc pas à pas vers Compostelle. Ça m'a véritablement plutôt réussi physiquement, mentalement la première partie. Je pense que ça m'a encore plus ouvert les yeux sur la nécessité de s'exprimer
sans aucune peur, de façon, si on pense qu'on dit la vérité, si on pense qu'on est honnête, eh bien il faut l'assumer, il faut le dire droit dans les yeux. Et physiquement, ben, j'ai retrouvé, entre guillemets, l'impression d'avoir l'usage de mon corps. Donc je suis véritablement content d'avoir fait. Je vous invite également, parce que c'est très important pour moi, si vous ne l'avez pas encore fait, à découvrir ma lettre Substack, donc, qui est Bertrand 55, Bertrand 55. Pour toutes les correspondances, contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com. Donc Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55, Bellechasse, B-E-2-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Ben, finalement, je vais juste reparler assez rapidement des premiers ministres de Macron, parce que je vais pas revenir dans le détail sur tout ce que j'ai exprimé, mais on avait eu quand même Édouard Philippe, dont le rôle finalement c'était de détruire complètement la droite, et ça a été parfaitement fait. On voit que la droite parlementaire est anecdotique, c'est un tout petit parti maintenant, qui est important parce qu'il est encore très présent au niveau du Sénat, et on va voir à quel point ça compte dans la période actuelle avec les projets de loi sur peut-être même un changement de constitution, hein, par rapport à tout ce qui serait des énoncés considérés comme antisémites ou antisionistes. On ne sait pas quelle sera la limite de ce gouvernement. Et de toute façon, avec les gens qui sont au Conseil constitutionnel, il n'y a aucun garde-fou, comme on l'a vu à chaque fois, en particulier pendant la période Covid. Donc ça, c'était un peu le rôle d'Édouard Philippe, de faire tomber, entre guillemets, la droite à une quantité négligeable, et c'est le cas. Et maintenant, c'est définitivement le cas, puisque avec le choix de Barnier et des ministres, en fait, tous les gens de droite, que ce soit les Linard, Wauquiez, etc., ils se détestent plus que jamais, ils ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus qui ils sont, mais ils vont avoir besoin de marchandage en permanence, un peu comme d'ailleurs Rachida Dati, qui reste au ministère de la Culture, parce qu'elle joue un rôle parfait par rapport à Notre-Dame, et certainement d'autres sujets, et qu'elle espère récupérer la mairie de Paris, mais ce ne sera pas très simple, parce que je pense que peu importe son talent ou sa nullité, Hidalgo est bien installé là-bas, et ça risque pas de changer facilement. Donc ensuite on a eu Castex. Donc qui d'autre que lui était capable de dire assis, debout, couché, etc. Et puis on a vu les ministres qu'il avait, hein, Véran, etc. Donc il était le ministre parfait pour la folie Covid. C'était même lui qui racontait que sa fille avait eu le Covid, etc. et qu'elle l'avait peut-être contaminé. Enfin, il a été un des premiers à dire que finalement les enfants jeunes pouvaient attraper, contaminer avant les fêtes de Noël, pour dire attention, ne fêtez pas Noël avec vos petits-enfants et faites exploser la cellule familiale. Puisque c'était un des rôles du Covid, c'était détruire les petites entreprises et détruire les cellules familiales. Mais c'est important de l'avoir en tête, parce que souvent on l'oublie. Détruire les petites entreprises, détruire les cellules familiales, et surtout endetter considérablement le pays pour nous montrer d'une part que l'argent n'a pas de valeur, mais que tous ces gens-là se moquent véritablement de nous, puisque même en pleine crise, le budget de l'Élysée augmente, le budget du Parlement augmente, le budget du Sénat augmente. Ces gens n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune valeur, ils n'ont aucune droiture, ils n'ont rien du tout que le fait d'être des bons valets d'un système qui détruit l'humanité. Et la France, c'est véritablement au cœur de cet enfer, comme je réussis assez souvent à l'exprimer. Mais en France, il y a également des gens qui se battent, et j'espère faire partie de ces gens-là. C'est pour ça que je remercie ceux qui me soutiennent, ou ceux qui vont décider de me soutenir après cette vidéo et après m'avoir vu régulièrement. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, faites savoir que
tout ça existe et que j'ai un petit compte maintenant sur X parce que j'ai refusé de plaider coupable avec mon grand compte et de retirer entre guillemets des posts qui me paraissent tout à fait légitimes. Et donc les appels traînent. Personne ne semble vouloir traiter mes appels en France. Mais ce qui n'est pas véritablement étonnant. Après, il y a eu Elisabeth Borne, donc Elisabeth Borne, parfaite pour les retraites, un peu technocrate, un peu... voilà, elle a réussi à faire ça très bien, avec beaucoup de fermeté et pas mal d'autres choses. Et puis il faut voir que toute cette période, il y avait toujours Darmanin comme ministre de l'Intérieur, etc. Donc ça a été assez violent, hein. On a vu des émeutes, on a vu un certain nombre d'événements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un de ses rôles, c'était véritablement aussi de commencer à faire monter la pression sur l'IVG, sur le transgenrisme, sur toutes ces choses-là, et arriver parfait pour le rôle, Attal, qui, dès son discours de Premier ministre, a insisté sur le fait que c'était génial, la France, d'avoir un Premier ministre gay, jeune, etc. Il a tenu juste assez longtemps pour avoir maintenant un salaire à vie, une voiture de fonction à vie et plein d'avantages à vie. En plus, il est maintenant député, donc il a véritablement une vie très particulière. Il est quand même le Premier ministre qui a réussi à changer tellement de choses en France, hein, constitutionnaliser l'IVG. Est-ce que c'est la porte ouverte à imposer aux mères de perdre leur enfant pour le climat? Est-ce que ça a à voir avec les trafics d'organes? Est-ce que ça a à voir avec toutes ces choses-là, puisqu'on voit comment ça se passe aux États-Unis? En réalité, il n'y a plus de limite à la folie de ce qu'on peut croire. Et toujours est-il que finalement, maintenant, le Premier ministre, c'est Barnier, qui a toujours été un bon soldat, hein. C'est lui qui avait trouvé des solutions pour contourner le référendum des Français. Comment est-ce que ça va se passer au niveau donc des demandes de loi, hein. On a tous les nouveaux ministres qui sont très disciplinés pour essayer d'obtenir le maximum d'aide à Israël, le maximum d'injections, le maximum de lois pour empêcher les gens de s'exprimer pour ce qui concerne Israël. Rien évidemment pour les églises qui brûlent, rien pour une meilleure éducation, rien pour toutes ces choses-là, puisqu'en réalité, c'est véritablement Macron qui a en revanche choisi tous les ministres qui l'intéressent. Donc il va juste laisser pour les basses besognes un certain nombre de ministres de droite et le Sénat pour faire le sale boulot. Et puis lui, il aura l'air de dire, vous voyez, je respecte les institutions et la démocratie, c'est le Sénat qui veut ces lois-là, je comprends, ça peut s'expliquer, ok, on va procéder comme ça. Voilà, donc je vous remercie de partager cette vidéo, je vous remercie de me contacter pour du miel, je vous remercie de vous abonner à ma lettre Substack. Si vous voulez faire des dons PayPal, Tipeee ou autre, n'hésitez pas. En tout cas, je compte sur vous, je vous dis à bientôt et merci. Voilà, merci beaucoup.